Collègues, ce que la trajectoire budgétaire de la ville sera, ce sont les électeurs qui en décideront en 2020. Je vais donc m'en tenir à 3 constatations de bilan révélatrices de ce qui est la fin de cette mandature à mon sens. Premièrement, vous avez refusé de trancher entre les priorités. Je note finalement qu'il n'y a plus aucune priorité claire à la lecture de ce document. C'est à peine si vous les mentionnez. Vous ne caractérisez plus aucun des enjeux. La grande cause, ce fut la lutte contre l'exclusion. La priorité numéro 1, le logement. Aujourd'hui, ce serait l'écologie. Mais enfin, ça ne se voit pas spécialement ici. Il n'y a aucun fait saillant dans le document. Nous sommes dans une description à plat, je dirais presque à bout de souffle. La seule force qui vous guide est la force des habitudes, je vous l'ai déjà signalé. Cela se traduit donc par un éparpillement des actions et finalement un document qui est volontairement aseptisé. Deuxième point, vous n'expliquez pas comment vous utilisez vos marges de manœuvre. La fin de la baisse des dotations depuis 2017 a pourtant allégé la contrainte. Alors, il y a certes un contrat avec l'État, mais reconnaissez qu'une limitation de 1,4 % de la hausse des dépenses n'a plus rien à voir avec le milliard que nous avons perdu entre 2012 et 2017. Les péréquations augmentent, c'est vrai, et là, je demande de la prudence, parce que pour le voir au Sénat, il n'y a pas que des amis, y compris dans les groupes politiques qui sont censés soutenir la maire de Paris sur les territoires. Et j'ai moi-même d'ailleurs déposé des amendements pour expliquer que la péréquation devait être acceptable et modérée. Mais là-dessus, je pense qu'il faut éviter un certain nombre de caricatures. Les péréquations augmentent donc, mais la fiscalité immobilière et les recettes de stationnement aussi, et dans de plus fortes proportions. À ce moment de la mandature, un récapitulatif simple de la consommation des marges de manœuvre serait bienvenu. Et vous ne le faites pas pour 2 raisons. La première raison, c'est que vous ne voulez pas reconnaître que ce que vous attendiez, c'est Emmanuel Macron qui l'a fait en stoppant l'hémorragie de la baisse des dotations. Et quant à la suppression de la taxe d'habitation, c'est du pouvoir d'achat en plus pour les ménages. Et cet impôt était très injuste. Moi, je ne regretterai pas la suppression de la taxe d'habitation. Et d'ailleurs, dans le budget 2020, il y a la réforme de la fiscalité locale qui est prévue. Olivier Dussopt l'a présentée. Elle prévoit notamment pour Paris des compensations et des transferts d'autres fiscalités à l'euro près. Et vous le savez parfaitement. Ça, c'est la première raison pour laquelle vous n'en parlez pas. Et la deuxième raison, c'est mon 3e point, c'est que, grâce à ces marges de manœuvre, vous avez renoncé aux économies. Le mot, d'ailleurs, ne figure plus dans les documents. La revue des missions que nous avions lancée s'est évaporée et aucun bilan n'en a été dressé. C'est totalement disparu et il n'y a aucun exemple d'économie qui figurait dans le document d'orientation budgétaire. Pourquoi? Parce que vous avez en partie dépensé le surplus en annonces préélectorales. Vous avez relâché les efforts. Quoi qu'on pense sur le fond de ces annonces préélectorales. Mais finalement, quelle réforme structurante laisserez-vous? L'équipe prétendait moderniser l'administration, mais vous avez abandonné le réformisme sous la pression de vos alliés. Frédéric Calandra, d'ailleurs, a récemment décrit le déséquilibre progressif dans la politique de cette mandature. Où est la réforme qui a changé la vie des Parisiens? L'amélioration de la gestion des ressources humaines pour lutter contre les absences. Où sont l'évaluation, l'anticipation, la prospective? En quoi la satisfaction des Parisiens est-elle proportionnelle au montant des dépenses effectuées? Voilà les questions qui sont posées. Cette logique conservatrice a commencé en 2015-2016, à partir du moment où il y a eu des critiques très fortes contre les lois portées par Emmanuel Macron d'un côté et Myriam El Khomri de l'autre. À partir de là, la majorité a choisi une forme de bunkérisation, une forme de dogmatisme, une forme de sectarisme quand il fallait bouger, quand il fallait dépasser les schémas archaïques, quand il fallait sortir des vieilles alliances. Moi, je le regrette profondément de ne pas avoir vu ce qui s'est passé. Non, je suis parti pour ces raisons-là. Mais ne réécrivez pas l'histoire. C'est justement pour ça que j'ai quitté cette majorité. Ne réécrivez pas l'histoire, monsieur Heidenbaum. Tout cela n'augure pas, évidemment, d'un vote positif du budget en décembre de notre part. Pour cela, il faudrait de la transparence dans la réalité de l'exécution du plan d'investissement, dans le retour à un plan d'économie, dans le choix clair des priorités. Alors quand j'écoute certains
orateurs, j'ai l'impression que finalement, c'était l'adjoint aux finances qui décidait de tout, alors qu'on sait tous qu'il y a une personne qui décide de tout ici, et c'est la maire de Paris. Et je note que Laurence Goldgrab aurait pu aussi me citer, là pour le coup, en moins négatif, sur la préparation de la certification des comptes de la ville de Paris, par exemple. Mais nous savons bien, évidemment, que ce n'est pas le cas. Ne vous défaussez pas, ni sur l'État, ni sur telle ou telle personne, des choix que vous avez effectués, et notamment de la façon dont vous avez déplacé progressivement les choix politiques de la majorité. Évidemment, c'est ces éléments-là qui pousseront notamment notre groupe à s'opposer au vote du budget en décembre. Merci beaucoup.